In Extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Exploit de communication, grosse bourde, discours savant, usage du mensonge ou du silence, vague médiatique, mobilisation de l'opinion, émotions et réseaux sociaux, comment la politique joue-t-elle de nos affects ? Bienvenue sur En Scène, le podcast qui décrypte quelques-uns des outils de la communication politique. Comment réagissons-nous dans des situations professionnelles embarrassantes ? On pense à cette réunion Zoom sciemment ratée, au dernier paquet de café fini en secret, ou la boulette sur un gros dossier. Cela nous arrive à tous, et en général, on reconnaît vite sa faute, on s'excuse, on tente de réparer. Les décideurs et les décideuses, eux, établissent des stratégies de communication bien spécifiques pour ne pas être montrés du doigt comme fautifs lors de différentes affaires rendues publiques. La chercheuse Mao Fanchini, maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'Institut de recherche en gestion de l'Université Paris-Est-Créteil, a particulièrement travaillé sur ce sujet. Avant de vous laisser la parole, Mao, je vous propose d'écouter quelques extraits. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la À réponse, aucun moment. Et la réponse, À aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Je m'expliquerai lorsqu'un certain nombre de problématiques juridiques seront vidées devant les magistrats et je leur expliquerai et je leur démontrerai que je n'ai absolument rien commis d'illégal. On a donc entendu Jérôme Cahuzac, membre du Parti socialiste et du gouvernement Hollande, où en 2012, il officiait comme ministre délégué chargé du budget. Condamné en 2018 à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, il a néanmoins maintenu une ligne assez constante en déniant son rôle. Et dans le cas suivant que nous entendons, il s'agit donc de Marine Le Pen, donc chef du parti Rassemblement National, et qui a été mise en cause dans l'affaire dite des assistants parlementaires du FN au Parlement européen, portant aussi sur des soupçons d'emploi fictif. Quelles sont vos réactions à l'écoute de ces extraits et qu'en pensez-vous ? Oui, bonjour Cléa, merci beaucoup de me recevoir. Alors effectivement, ce qui est très intéressant avec ces extraits, c'est qu'ils montrent bien le rapport extrêmement ambigu qu'entretiennent ici les élites politiques avec le champ normatif. Donc c'est ce qui étudie de manière générale la sociologie de la délinquance des élites, qui n'est pas très développée en France, mais qui quand même, on a les travaux de Pierre Lacoume et Carla Nagels, qui nous disent que les élites politiques, par leur rapport très imbriqué finalement avec les mondes financiers, les mondes de pouvoir, vont disposer de ressources que n'ont pas le tout venant en matière de délinquance. Donc, par exemple, ici, la question du déni, on voit bien comment elles vont chercher à se soustraire à des normes que, par ailleurs, elles vont contribuer à produire du fait de ressources symboliques, culturelles et puis des proximités tout simplement avec les lieux de pouvoir. Donc, sur les extraits que vous me faites écouter, là, la question du déni, il y a 3 sortes de déni, en fait. C'est le déni de fraude, le déni de victime et puis, en dernier lieu, le déni de responsabilité. Le déni de fraude, qui est assez courant, va consister à dépeindre l'activité comme routinière, habituelle, normalisée et finalement diluer son caractère transgressif. C'est un peu le procès Balladur. Tout le monde faisait ça à l'époque. Édouard Balladur est enfin innocenté. La Cour de justice de la République vient de le relaxer, purement et simplement, de l'ensemble des accusations qui étaient portées contre lui par une décision extrêmement motivée, fondée notamment sur des éléments factuels précis. Il y a aussi la question de la victime. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas eu de fraude. Et puis, c'est particulièrement le cas pour des
pour des délits qui nous apparaissent un peu abstraits, hein, comme le recel d'abus de biens publics. Il n'y a pas vraiment en apparence de victime. Et puis enfin, la question de la responsabilité, donc diluer la responsabilité, la tenir à distance. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment de tenir à distance la possibilité que le stigmate de délinquant puisse être apposé à la personne politique. Alors justement, sur cette question du stigmate, on se rend compte qu'il existe une façon de s'en tenir à distance. C'est finalement de peut-être le retourner. Dans ce cas précis, j'ai envie de vous faire écouter cet extrait où on entend donc François Fillon, qui a été donc candidat à l'élection présidentielle en 2017 et qui a été mis en cause dans une affaire révélée également en 2017. Pour rappel, François Fillon et son épouse avaient été mis en cause pour emploi fictif. Le procès s'est tenu en correctionnel entre février et mars 2020. Et le 29 juin 2020, François et Pénélope Fillon ont été jugés coupables et condamnés et ils ont fait appel. Toute la procédure qui a été engagée contre moi a été une procédure d'exception, une procédure à charge, ne prenant jamais en compte les arguments qui étaient les miens. À la minute où cette affaire a été engagée par le parquet national financier, il avait été décidé de m'empêcher de gagner cette élection présidentielle. Dans un second extrait, on écoute Carlos Ghosn, ancien patron de l'alliance Renault-Nissan, qui avait quitté le Japon pour le Liban en décembre 2019, où il était placé en résidence surveillée, suspecté de dissimulation de revenus dans les publications financières de Nissan. Est-ce que vous vous êtes senti au-dessus des lois japonaises ? Non, pas du tout. Mais je voulais surtout pas être en dessous des lois japonaises. Moi, je dirais, j'étais traité, mais comme un animal, pas comme un être humain. Quand j'allais voir le juge pour lui demander de lever le ban sur ma femme, il me dit, mais pourquoi vous voulez voir votre femme ? Enfin, je dirais, mais attendez, je n'en croyais pas mes yeux. D'un autre côté, quand je disais, écoutez, j'essaie d'expliquer pourquoi je voulais voir ma femme, il me dit, listez-moi les sujets que vous voulez traiter avec votre épouse. Quand j'ai eu droit à 2 coups de téléphone avec Carole en 9 mois, 2 coups de téléphone, deux visioconférences, avec la présence d'un avocat. Ils nous ont demandé des sujets que nous voulions traiter. Et l'avocat a été obligé de faire un rapport au juge de ce dont nous avons discuté. Qu'évoquent pour vous ces 2 cas assez emblématiques, Mao Fanchini ? Alors, il faut bien comprendre que la perspective du stigmate est vécue comme un outrage par la personne politique. Donc, les élites politiques vont développer tout un registre de techniques de rationalisation, de maintien à distance de la perspective de ce stigmate, et dont la victimisation est un registre assez courant. Il y a d'autres exemples, notamment Nicolas Sarkozy qui s'exprime assez fameusement, vous vous rendez compte, j'ai été traité comme un délinquant. Et il faudrait développer la question de la métaphore contradictoire. Donc, qu'est-ce que fait Nicolas Sarkozy ici ? En fait, l'usage de la métaphore consiste à éloigner 2 unités de sens. Dans la métaphore contradictoire ici, son indignation nous fait comprendre que, au sens propre, on ne pourrait réellement considérer Nicolas Sarkozy comme un délinquant. En fait, il nous prend un petit peu dans un rapport affectif pour nous empêcher de penser le sens propre de ce terme qu'il utilise au sens figuré. On voit bien en fait l'entourloupe rhétorique, on la sent, on la perçoit de la même façon lorsqu'il dit à Gilles Boulot au journal de TF1 « Si vous n'aviez pas la conviction que je suis un homme honnête, est-ce que vous me réserveriez un tel accueil dans votre journal ?» Alors je vous dis une chose, j'ai pas l'intention de plaisanter avec ça. Je prends les choses très au sérieux, beaucoup plus que vous l'imaginez. Ça me prendra 1 an, 2 ans, 10 ans, mais je pourfendrai cette bande. Je ferai triompher mon honneur et je n'ai pas l'intention de céder 1 centimètre de terrain à cette bande. Ce qu'on peut dire, c'est que la spécificité des élites, c'est de toujours se tenir en retrait, en surplomb, y compris lorsqu'elles se défendent. Donc François Fillon, qui en appelle à la figure du général de Gaulle, il y a une forme d'expertise de leur champ des élites qui, comme je l'ai dit, produisent en partie la norme et du coup vont utiliser les marges d'interprétation puisqu'elles savent bien que les normes et les règles sont toujours produites dans un contexte législatif et qu'il y a donc une marge que l'on peut utiliser et qu'elles vont essayer de tourner en leur faveur. Il y a vraiment l'idée que les lois sont tangibles et qu'elles ne s'appliquent pas de la même façon à toutes et à tous et tout le temps. In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
Pour rappel, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a été donc mis en cause dans ce qu'on a appelé l'affaire des écoutes. Il a été jugé en mars 2021 et il vient de faire appel. Une autre façon finalement de tenir à distance ce stigmate que vous évoquez, il me semble que c'est ce que vous appelez le phénomène de l'arroseur arrosé ou de la remise en cause du système. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Mao Fanchini ? Oui, alors une troisième technique de neutralisation, c'est vraiment de retourner l'accusation. Donc typiquement, si on reprend la question de François Fillon, souvenez-vous, François Fillon, lors de la révélation de la question de l'emploi de son épouse, avait dit ce qui est important, c'est de comprendre qui est la taupe du canard enchaîné. Donc il y a vraiment le soupçon du doute, du complot et l'idée que finalement, ce qui est important, ce serait de comprendre d'où vient cette accusation calomnieuse et non pas si cette accusation est fondée. Et puis, si ça ne marche pas, on présentera toujours la situation comme aberrante, un accident de parcours, le droit à l'erreur. Et puis, enfin, la grandeur supposée du personnage politique lui permettra tout de même d'obtenir l'indulgence au bénéfice du doute. Il y a vraiment ici l'idée que la fraude de la classe dominante est moins grave, elle est plus douce, elle est moins violente et donc, en cela, elle est davantage acceptable. Alors, est-ce que c'est ce que vous nommez la cause supérieure ? Alors, la cause supérieure, je m'appuie ici encore sur les travaux de Lacombe et Nagels, c'est l'idée que ce qui est spécifique chez les élites politiques, c'est leur grandeur supposée. Il y aurait une grandeur relative des élites politiques qui finalement, par le dévouement dont elles font preuve, par la grandeur de leur travail, de leur investissement pour la France, donc c'est vraiment la cause supérieure, il y aurait une forme relative de déviance. Donc, c'est vraiment la référence à des fidélités supérieures, l'idée que les élites sont nécessaires à la collectivité et donc, finalement, leur fraude est réduite à portions congrues, elles sont présentées. Et donc là, il faut vraiment souligner le rôle du réseau parce que, évidemment, ce n'est pas la personne en elle-même qui va faire cette défense-là, c'est plutôt le rôle du réseau qui va montrer comment l'élite est éminemment respectable par ailleurs et puis de toute façon elle a rendu service à la France et on soulignera ici comment en fait les élites naviguent dans un milieu professionnel puisque le monde politique c'est un milieu professionnel à part entière qui repose sur une forme de code d'honneur, de valeur, de loyauté, de grandeur et donc tout un réseau comme ça peut s'articuler pour en fait défendre à sa place la personne mise en cause. Donc, on pense aux mots de Gérald Darmanin qui apporte tout son soutien amical à Nicolas Sarkozy. Mais chacun sait l'affection, le respect que j'ai pour Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de la République et qui, en ces moments difficiles, a évidemment mon soutien amical. Je n'oublie pas tout ce qu'il a apporté à notre pays. Les élites disposent de ressources légalistes très importantes, de procédures bâillons, de questions prioritaires de constitutionnalité, un ensemble de démarches qui vont permettre finalement de noyer le poisson, en fait, de complexifier la fraude, de la rendre presque inintelligible pour le public. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la question temporelle est instrumentalisée par les élites politiques, puisque à la fois elles vont repousser le plus possible la possibilité de s'exprimer lors d'un procès et en même temps d'autres voix vont s'exprimer pour dire que justement la personne attend vivement ce moment qui lui permettra de laver sa réputation, laver son honneur, etc. Et puis quand le procès aura lieu, on dira mais enfin ces faits remontent à des dizaines d'années maintenant, c'était un autre contexte, c'était une autre époque. Donc on voit bien comment la dimension temporelle elle est vraiment utilisée de différentes façons, même contradictoires, mais tout est mis en œuvre en fait pour neutraliser la possibilité d'envisager l'élite politique comme un vulgaire délinquant, si je puis dire. Alors, justement, pour rebondir sur ce point, je voudrais rappeler, par exemple, cet extrait qui est du fait de Jean-Luc Mélenchon, donc leader de la France Insoumise. Pour rappel, Jean-Luc Mélenchon, le 9 décembre 2019, avait été condamné par le tribunal de Bobigny à 8 000 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis pour rébellion. Et dans cet extrait que je vous propose d'écouter, on voit bien qu'il, finalement, retourne cette problématique, en tout cas cette mise en cause, comme quelque chose de plutôt honorable. Je ne renonce pas à l'honneur d'être leur cible. Et puis c'est vrai qu'il aura fallu qu'on attende que j'ai 68 ans pour reconnaître qui je suis vraiment. Et enfin, je suis un rebelle officiel condamné pour ça à 8 000 € d'amende.
En quoi, selon vous, Mao Fanchini, ce fait de retourner l'accusation devient quelque chose qu'il faut porter comme une médaille? Oui, alors dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, on voit bien ici comment il va évacuer la question de la violence physique, puisque c'était pour des éléments de l'ordre de violence physique qu'il était mis en cause, d'une perquisition indue qu'il a dénoncée en exprimant « Je suis la République ». Donc on voit bien ici la référence finalement, encore une fois, à quelque chose qui le dépasse. Donc c'est l'image presque mystique de l'homme politique ici, qui représente plus, il a rappelé d'ailleurs dans son adresse lors de son procès, puisqu'il se défend, il a aussi été attaqué en tant que député des Bouches-du-Rhône, et donc que c'est autant sa fonction que sa fonction d'élu que sa fonction de chef de parti qui était attaquée à ce moment-là. Donc voilà, c'est bien la référence à finalement, c'est la République qui est attaquée plus que la personne. Merci beaucoup, Mao Fanchini. Nous arrivons au terme de cet entretien. J'ai envie de vous demander toutes ces techniques que vous avez mis en avant, le déni, la victimisation, le fait de pointer du doigt l'autre, ou encore une fois, l'appel à une sorte de cause supérieure qui ne peut pas être mis en cause du fait de notre rôle d'élu ou du dirigeant. Est-ce que ça fonctionne, ces techniques, et quel message cela renvoie-t-il aux Français ? Alors en fait, ce qui est toujours un petit peu surprenant avec la délinquance des élites, c'est l'effet de surprise. L'effet de surprise, à la fois pour la personne qui est mise en cause, mais aussi pour le public. Et en fait, il faut voir que les élites bénéficient en fait a priori d'une présomption de moralité, et donc on n'imagine pas qu'elles puissent a priori, présomption de moralité d'ailleurs sur lesquelles elles vont jouer pour se défendre. Mais c'est vrai qu'a priori, le public ne s'attend pas à ce que ses représentants soient mis en cause. Et d'ailleurs, il faut souligner un peu ce mystère de l'absence de réaction articulée. C'est-à-dire que les scandales politiques se succèdent et il n'y a pas réellement de sanctions collectives, articulées, de réaction, si vous voulez, du public. Et d'ailleurs, des études montrent qu'un homme ou une femme politique mis en cause, il n'y a pas forcément de lien avec sa non-réélection. À part peut-être pour les affaires de mœurs, et encore. Donc, c'est vrai que c'est un peu la surprise. Et peut-être un autre élément, ce serait peut-être de renverser le problème et de se dire que finalement, comme dans tous les milieux professionnels, peut-être qu'un certain niveau de déviance est fonctionnel, et donc ne plus penser la déviance de l'homme ou de la femme politique comme une aberration, un cas isolé, ou alors au contraire, l'idée qu'ils sont tous pourris, qui est vraiment peut-être une position extrême qui fait l'économie de la complexité de la nuance, mais plutôt de se dire que partant de l'idée qu'un minimum de déviance est fonctionnel dans tous les milieux professionnels, il faut plutôt s'intéresser aux institutions et à la façon dont les institutions peuvent réguler cette déviance, plutôt que s'intéresser à la personne, s'intéresser à l'acte, plutôt imaginer des dispositifs un peu collectifs pour minimiser en fait la récurrence des actes de déviance chez les élites politiques. Merci beaucoup, Mao Fanchini, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Université Paris-Est Créteil. Et pour aller plus loin, j'invite nos auditeurs à retrouver vos articles dans The Conversation France et puis vos travaux académiques également sur l'affaire UBS en particulier. Vous avez écouté En scène, le podcast qui décrypte les outils de la communication en politique. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne, elle est gratuite. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.